Dans la nuit du 13 au 14 avril, l'Iran a mené une frappe d'à peu près 300 vecteurs, au moins une centaine de drones, au moins une centaine de missiles balistiques sur Israël. C'est considéré dans le feu de l'action comme une escalade majeure, mais je vais d'entrée de jeu ouvrir ce rapport sur le fait que ce n'est pas le cas, et qu'en réalité, c'était même le minimum syndical absolu que l'Iran pouvait faire, en particulier envers sa population, en considérant sa politique intérieure, par rapport bien sûr aux frappes illégales d'Israël sur son consulat en Syrie, qui ont tué des personnels militaires de haut rang. Alors on va commencer par le fait que ces frappes, à l'heure où j'enregistre, n'ont fait aucune victime déclarée, officielle. Elles ont démontré des vulnérabilités dans le dispositif israélien, c'est vrai, en particulier concernant la sécurité de certaines bases aériennes. C'est vrai que c'est extrêmement difficile de toute façon de garantir la sécurité d'une zone sur le plan de la défense antiaérienne. Les Russes l'ont bien démontré, et puis surtout quand vous commencez à considérer plusieurs infiltrations possibles. Les Iraniens n'ont pas de moyens, par exemple, de couler des bateaux israéliens à quai, mais dans le cas de la Russie, à Sébastopol ou ailleurs en Crimée, bien sûr, les Ukrainiens, avec l'aide de l'OTAN, avaient démontré que des vulnérabilités existaient, même quand on a développé les meilleurs moyens de défense disponibles à l'heure actuelle. Donc aujourd'hui, au moment où j'enregistre, la seule victime déclarée est une femme bédouine du sud d'Israël, grièvement blessée. Et par rapport à 300 lanceurs, enfin 300 vecteurs tout confondus, drones, missiles balistiques et autres, évidemment, ce n'est pas beaucoup et en un sens, tant mieux. Pourquoi ? Parce que c'est symboliquement quand même la plus grande attaque sur Israël de la part d'un État voisin depuis à peu près 30 ans, plutôt même 33 ans. Depuis, disons, la première guerre du Golfe, si on appelle la première guerre du Golfe celle où les États-Unis ont envahi l'Irak en 91. Sinon, ça peut être la guerre Iran-Irak. C'est la première fois depuis cette époque que autant de vecteurs sont lancés vers Israël par une puissance étrangère directement, pas par des proxys, pas par exemple par le Hezbollah, etc. Vraiment directement par l'Iran. Mais donc très peu de victimes, un effet psychologique majeur, ça va de soi, en pleine nuit, des sirènes, des vidéos qui donnent vraiment quelque chose de, là aussi, d'eschatologique, c'est-à-dire on voit les vecteurs qui passent au-dessus du dôme du rocher. On sait que un des porte-parole des alliés du Hamas avait déclaré que l'opération Déluge d'Al-Aqsa le 7 octobre avait été en particulier causée par des rumeurs étayées par les faits de ce qu'une tentative, disons, d'interférence, pour pas dire de destruction, de l'esplanade des mosquées était en cours et que donc différents acteurs dans la région étaient au courant de cela. Donc l'effet politique est majeur, mais pas forcément contrôlable, parce que c'est un billard. En gros, on a eu un énorme coup de la boule blanche dans un tas de boules, et les rebonds vont être très difficiles à prévoir, en particulier en matière de politique intérieure et extérieure. L'envoyé de l'Iran, la mission diplomatique de l'Iran aux Nations Unies a déclaré dans la nuit que l'attaque pouvait être considérée comme terminée. C'est une information sur laquelle le Jerusalem Post a tenu à insister, le Financial Times aussi, vous savez, pour les nouvelles financières, pour éviter un effondrement des bourses. D'ailleurs, un des meilleurs prédicteurs de la désescalade va être la réaction des marchés financiers à l'ouverture lundi. Ça va être un des meilleurs prédicteurs, selon moi. Comment la smart money, qui n'est pas toujours smart, mais comment la smart money va réagir à cela. Ça, selon moi, c'est un indicateur très fort. Et c'est pas un hasard si le Financial Times a tenu impérativement, comme le Jerusalem Post, qui n'est pas un journal financier, à insister sur le fait que la mission, la délégation diplomatique iranienne aux Nations Unies a déclaré que l'attaque pouvait être considérée comme terminée. Cependant, que d'autres porte-parole iraniens ont déclaré que si Israël faisait, je cite, une autre erreur, du type de l'attaque illégale, bien sûr, sur le consulat en Syrie, eh bien la réponse iranienne serait beaucoup plus violente, puisque pour l'instant, en essence, elle n'a pas été violente. Et d'ailleurs, je reconclurai là-dessus, mais on peut d'emblée la voir comme une sorte de parade, en fait, comme une sorte de meeting aérien. Il n'y a rien de négatif à ça, mais c'est vraiment pour avoir un diagnostic sur l'ampleur et le but recherché, l'état final recherché dans ce genre de démonstration de force qui n'est même pas réellement une démonstration de force. C'est ça aussi le paradoxe. C'en est une parce que l'Iran a tout à fait les moyens logistiques de mener ce genre de frappe plusieurs fois par semaine, pendant plusieurs mois si elle le souhaite.
sans aucun problème. 300 vecteurs vers Israël, 3 ou 4 fois par semaine pendant 3 ou 4 mois. L'Iran a tout à fait la logistique pour ça. Cependant, l'Iran n'a pas utilisé de missiles hypersoniques, les fameux Fatah 2, qui eux peuvent aller en 5 minutes en Israël. Là, c'était vraiment des frappes qui étaient faciles à identifier au radar, faciles à cibler, faciles à contrer. Et malgré ça, certaines sont passées, certaines ont atteint des cibles infrastructurelles. Mais c'était vraiment une très petite frappe, autant sur le plan technologique que sur le plan des objectifs. Ça n'a pas ciblé de grands centres urbains, ça n'a ciblé que des zones d'infrastructure très peu habitées, et ça n'en a quasiment détruit aucune, mais ça a quand même démontré des failles importantes dans le dispositif antiaérien israélien. Parallèlement, vous avez par exemple une frégate lance-missiles russe, donc là c'est plus du tout le même niveau de puissance de feu. La frégate lance-missiles maréchal Chapochnikov, qui est entrée via Suez pour un exercice militaire naval qui était prévu bien avant les opérations israéliennes sur le consulat iranien. Par contre, cette frégate lance-missiles, donc, elle est équipée de Kinjal, de missiles hypersoniques, et donc c'est vraiment pas du tout la même puissance de feu. Encore une fois, je cite, si Israël commet une nouvelle erreur, la réponse sera beaucoup plus sévère, a déclaré la mission iranienne aux Nations Unies. Donc, on peut déjà commencer par ce petit bilan. C'est une parade, ce qui a eu lieu. C'est pas une escalade irréversible. D'un côté, c'est la plus grande frappe du territoire israélien par un État souverain depuis autour de 33 ans. Mais de l'autre, une seule victime qu'on déplore, grièvement blessée, bien sûr, on lui souhaite un prompt rétablissement, une femme bédouine, donc très certainement musulmane, dans le sud d'Israël. Pour l'instant, c'est la seule victime déclarée officiellement de ces frappes. Mais des dégâts infrastructurels, des dégâts psychologiques, et la démonstration de ce que l'Iran pourrait frapper fort et de ce qu'Israël n'est pas forcément préparé à cela. Alors Blinken a aussi déclaré qu'il ne souhaitait pas d'escalade dans la région, ce qui était tout à fait prévisible. D'ailleurs, l'Iran avait dit on ne veut pas que les États-Unis s'impliquent, donc restez en dehors de tout cela. C'est une riposte à l'attaque israélienne sur le consulat iranien en Syrie, mais c'est tout. Donc, je ne saurais trop insister sur le fait que c'était avant tout symbolique, que ça avait une dimension de politique intérieure pour l'Iran. C'était important de calmer le jeu, de montrer pour l'Iran que le régime en place était capable de riposter et de sauver l'honneur en quelque sorte. Maintenant, l'Iran reste la première puissance régionale, en dehors d'Israël bien sûr, mais bon, en termes de bien sûr de superficie, de moyens aussi économiques maintenant malgré les sanctions et de personnel militaire, c'est avec la Turquie la première puissance dans la région. Et l'Iran et la Turquie ont bien sûr des intérêts extrêmement divergents, en particulier concernant la Syrie. Mais la situation en Israël est en train de les faire converger, en particulier par opportunisme, parce que l'État qui sera le plus ferme avec Israël dans le monde musulman, à mesure que les mois passent, obtiendra le plus de prestige. Et bien entendu, la Turquie voudrait obtenir davantage de prestige, bien sûr dans le monde sunnite en particulier. L'Iran, étant enclavé par son chiisme dominant, est très intéressé à obtenir davantage de prestige dans le monde sunnite aussi. Ce qui avait commencé avec le rapprochement avec l'Arabie Saoudite, dans l'entrée des BRICS, dans le cadre de l'entrée des BRICS de ces deux puissances, alors que bien sûr l'Iran et l'Arabie Saoudite étaient les deux rivaux régionaux dans la zone. Eh bien là, l'Iran obtient bien sûr le leadership culturel pour cristalliser le prestige qui tiendrait à résister à Israël dans le cadre du conflit actuel, et sur lequel 2 milliards de musulmans ont les yeux braqués aujourd'hui, lesquels 2 milliards de musulmans n'avaient pas particulièrement ou automatiquement une bonne opinion de l'Iran. Par exemple, au Pakistan, où l'élite pakistanaise est profondément anti-iranienne, pour des raisons géopolitiques, et où aujourd'hui la population pakistanaise va continuer à voir l'Iran d'un bien meilleur œil, alors que les déobandis sur place sont profondément anti-chiites, ça va de soi. Comme d'ailleurs, toute une frange fondamentaliste en Arabie Saoudite était profondément anti-chiite, même si, après, c'est toujours un peu plus compliqué que ça. On peut prendre le cas d'Al-Zawahiri, qui avait juré de tuer tous les chiites,
Et Ben Laden, sa mère était chiite, donc ça avait été assez complexe dans les relations entre le Pakistan, l'Iran et l'Arabie Saoudite. Mais en tout cas, pour l'instant, l'Iran accroche un énorme prestige. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très durable. Par contre, est-ce que c'est un début de Troisième Guerre mondiale ? Non, vraiment pas. Bien sûr, des malentendus peuvent arriver, des dérapages peuvent arriver, des erreurs peuvent arriver. Vous savez que dans les années 80, pendant l'exercice Able Archer, un sursaut d'activité solaire, c'est même pas une blague, un sursaut d'activité solaire a failli provoquer une guerre nucléaire mondiale parce que le dispositif d'alerte russe, soviétique à l'époque, avait associé ce sursaut d'activité solaire à une frappe américaine. Et donc, il avait fallu l'intervention qui a détruit la carrière d'ailleurs d'un lieutenant-colonel soviétique pour refuser de prévenir le Kremlin de ce que le système d'alerte anticipée lui avait indiqué, parce qu'en effet c'était une erreur, c'était une tempête solaire, et ça n'avait pas été prévu par le dispositif soviétique. Donc oui, et en plus on est à l'heure actuelle dans un sursaut d'activité solaire majeur dans l'histoire contemporaine. Donc oui, des erreurs, des malentendus peuvent arriver, mais les intentions respectives sont ce qu'elles sont. L'Iran n'avait pas l'intention d'escalader, mais était obligé de répondre, en particulier de par l'entrelac très complexe entre la politique intérieure et la politique extérieure. Et cet entrelac est d'autant plus complexe qu'il est aujourd'hui le moteur de la réponse israélienne. Benjamin Netanyahou a besoin d'une escalade, et l'Iran le savait. C'est pour ça qu'elle ne la lui a pas donnée, en un sens. Par contre, et c'est ce qu'un commentateur d'Al Jazeera a précisé, un commentateur précisément du Doha Institute for Graduate Studies, précisément en géopolitique, les dernières 12 heures sont une victoire pour Netanyahou. C'est tout à fait exact. Remarquez, je continue la citation, remarquez que l'on ne parle plus de Gaza, que l'on ne parle plus de l'aide humanitaire à Gaza, que l'on ne parle plus des massacres. Personne en Israël ne parle des otages non plus. Ça, c'est une victoire majeure pour Netanyahou, parce que je vous rappelle que quelques semaines plus tôt, vous aviez des familles d'otages en Israël qui étaient rentrées à la Knesset pour exiger une négociation avec le Hamas. On continuait à avoir bien sûr des manifestations dans les rues contre le régime de Netanyahou. Et donc, le commentaire, en l'occurrence de M. Mohamed El-Masri, du Doha Institute for Graduate Studies pour Al Jazeera, je le valide totalement. C'est une victoire pour Netanyahou. Donc, il y a, bien sûr, un prestige pour l'Iran auprès du monde musulman en général, de se positionner, à plus forte raison parce que c'est un État chiite qui n'a pas forcément la sympathie des autres pays musulmans, de se positionner comme le leader de la grande résistance contre Israël. Oui, ça c'est une victoire politique, mais en face, c'est un cadeau à Netanyahou. Parce que Netanyahou était de plus en plus isolé politiquement avec son grand rival à droite, Smotrich, qui était déjà en train de se positionner pour le dévorer au cabinet de guerre, et qui était en très bonne position pour cela, vraiment en très bonne position. Et là, Netanyahou revient, comme d'habitude, d'entre les morts, toujours avec ce génie politique qu'a Netanyahou, il faut totalement lui reconnaître ça, de mêler d'une façon extrêmement dangereuse, cela dit. Quand je dis génie, c'est plutôt une qualité de pilotage, mais c'est extraordinairement dangereux pour son pays, de mêler systématiquement de la politique intérieure et de la politique extérieure. Et d'utiliser parfois des provocations, parce que c'est bien sûr Netanyahou qui a décidé et déterminé cette frappe contre le consulat iranien en Syrie. Et c'est cette frappe qui lui a donné, par un jeu de billard, vraiment, c'est je frappe dans cette direction, je sais que la boule va revenir, que la bille va revenir dans cette direction, et que je vais pouvoir l'exploiter pour rentrer telle bille dans tel trou et marquer tant de points. Ça, c'était totalement ce que Netanyahou avait prévu, et les Iraniens ont été obligés de répondre, mais ont fait une réponse taillée sur mesure pour minimiser l'avantage politique à Netanyahou. Taillé sur mesure pour cela. S'il y avait eu des morts, par exemple, s'il y avait eu des civils morts israéliens, là, ça aurait été un énorme cadeau pour Netanyahou. Et les Iraniens lui ont refusé ce cadeau. Est-ce qu'il est capable d'utiliser cette frappe à des fins politiques ? La réponse est bien entendu. Est-ce que ses rivaux, comme Smotrich, sont capables de l'utiliser mieux que lui ? Les jours prochains vont le dire.
Smotrich est bien moins animé par un déterminisme eschatologique que Netanyahou, bien moins. Netanyahou, en particulier, maintenant, ses décisions sont presque totalement tournées vers des considérations eschatologiques. Et j'insiste sur le fait que la majorité des Israéliens ne le savent pas, pour des raisons sociologiques. La majorité des Israéliens sont culturellement juifs, mais pas très ou trop pratiquants, et sont souvent matérialistes, de par la sociologie du XXIe siècle, qui est une sociologie matérialiste. Et bien sûr, quand on est majoritairement matérialiste, on n'est pas forcément enclin à considérer qu'un politicien puisse prendre des décisions basées sur des considérations entièrement religieuses, alors qu'il existe un intérêt national matériel bien senti pour son pays. Donc, il faut bien comprendre que Netanyahou a toujours utilisé ce subtil mélange de politique intérieure et extérieure pour se maintenir et pour préserver ses intérêts, ou les intérêts religieux qu'il prétend défendre maintenant, parce que c'est vrai que pendant longtemps, Netanyahou avait fait valoir des intérêts purement matériels, et c'est que maintenant c'est maintenant qu'il y a un pic absolument religieux, pour pas dire théocratique, et c'était d'ailleurs ce qui lui était reproché avant les attentats du 7 par la Cour suprême israélienne. C'était une dérive théocratique. Beaucoup de journaux israéliens l'avaient reproché à Netanyahou. Pour l'instant, les conséquences restent imprévisibles, mais on est déjà dans la désescalade par les déclarations qui ont été données par la délégation iranienne à l'ONU. En gros, soit c'est un réveil, soit c'est une sidération politique, en particulier en Israël. Si c'est un réveil, c'est très mauvais pour Netanyahou. Si c'est une sidération politique, c'est très bon pour Netanyahou. C'est même excellent. Et c'est pour ça que Mohamed El-Masri du Doha Institute for Graduate Studies a dit « Les dernières 12 heures sont une victoire pour Netanyahou ». Il a tout à fait raison. Maintenant, soit ça évolue en un réveil. Qu'est-il en train de se passer ? Que fait notre cabinet de guerre ? Quelles sont ses motivations profondes ? Quelles sont en particulier les motivations profondes du Likoud et de l'aile droite du cabinet de guerre, de l'aile la plus à droite, pas Smotrich, qui est pourtant très à droite. Et puis, bien sûr, quels sont les intérêts bien sentis d'Israël en tant qu'État-nation, et le cabinet de guerre va-t-il dans cette direction ou pas, ou est-il en train de partir dans un délire eschatologique ? Soit donc c'est un réveil, soit la sidération politique va donner les coups des franches totales à Netanyahou. J'ai l'impression, bien sûr, que Smotrich aimerait se positionner sur le réveil, encore une fois, alors qu'il est vraiment très à droite. Et c'est ça toute la complexité de l'évolution politique de la région. On a une convergence contre Israël, cela dit, en particulier diplomatiquement entre la Turquie et l'Iran, ce qui est complètement nouveau. Je rappelle que la Turquie avait été dans sa plus grande crise diplomatique contre Israël à l'époque de la flottille de la liberté. Donc ça date, bien sûr, maintenant. Mais l'idée d'une convergence entre la Turquie et l'Iran serait là une gigantesque défaite diplomatique. Et cette convergence ne serait pas du tout une convergence idéologique en soi. Ce serait une convergence des opportunismes, c'est-à-dire une surenchère. En gros, ce qui serait négatif pour Erdogan en Turquie, ce serait que la population turque, de plus en plus, émette l'opinion, dans les sondages ou dans la rue, « Oh, l'Iran fait les choses bien ». Oh, bravo aux Iraniens. Bon. Ça, ce serait très négatif politiquement pour Erdogan. Et ça l'obligerait à surenchérir, d'une façon purement symbolique là aussi, exactement comme l'Iran finalement, j'insiste, cette attaque, c'est un mélange entre un défilé militaire et un meeting aérien. C'est en quelque sorte la patrouille de France. Et en plus de ça, c'est une attaque low-tech. Ce sont des drones avec une motorisation diesel et quelques missiles de croisière, mais pas du tout de l'hypersonique, pas du tout de la trajectoire imprévisible, pas du tout la crème de la crème de ce que l'Iran est capable de faire sur le plan aérospatial aujourd'hui. Et l'Iran est devenu la deuxième plus grande puissance aérospatiale dans la région, après Israël bien sûr. Et cette attaque n'est pas la démonstration de force de la deuxième puissance aérospatiale de la région. Pas du tout. Vraiment pas. Par contre, là où c'est une démonstration de force, c'est sur le plan logistique. L'Iran démontre qu'elle est capable d'envoyer 300 tels vecteurs tous les 2 jours, tous les 3 jours, si elle le souhaite, pendant des mois. Et ça, en effet, l'Iran a les capacités logistiques pour le faire. Simplement, sur le plan géostratégique, ça ne serait pas possible de faire ça parce que
200 à 300 tels vecteurs tous les 2 jours pendant des mois, inévitablement ça mènerait à une escalade sérieuse. L'Iran n'a pas encore l'arme atomique et n'a pas du tout les moyens de la livrer. Israël est une puissance nucléaire. La seule autre puissance nucléaire dans la région, c'est le Pakistan, qui n'a pas du tout envie d'une escalade. D'abord parce que le Pakistan, à la suite d'un coup d'État organisé par la CIA, a aujourd'hui donc un tropisme pro-américain, quasi total. Son élite, bien sûr, pas sa population. Et le Pakistan, aujourd'hui, est un ennemi déclaré de l'Iran, notamment avec le grand problème du Baloutchistan, qui est la minorité aujourd'hui entre le Pakistan et l'Iran, dans laquelle les deux acteurs échangent de l'influence et des attaques terroristes régulièrement. Donc, une escalade ne serait pas du tout bénéfique pour l'Iran. Et c'est bien pour ça que l'Iran est déjà en train de désescalader. Donc d'un côté, une certaine vulnérabilité d'Israël a été démontrée avec des moyens low-tech. Je ne peux pas insister suffisamment sur ce terme, low-tech. Les moyens développés par l'Iran pour cette frappe sont des moyens low-tech, contrairement bien sûr aux moyens israéliens qui ont été développés pour la frappe du consulat en Syrie. Ça ne signifie pas que l'Iran est une puissance low-tech, mais ça signifie qu'elle a voulu mobiliser des moyens basse technologie pour cette attaque. Bien sûr, les moyens haute technologie qui ont été mobilisés paradoxalement, l'ont été spécifiquement pour ne pas causer de victimes civiles. Ça, ce sont des moyens high-tech, de renseignement, de reconnaissance satellite et de guidage. Mais les vecteurs eux-mêmes qui ont été envoyés sont des vecteurs low-tech. Or, l'Iran a, bien sûr avec les Fatah 2 et d'autres vecteurs, des moyens high-tech. Et derrière, bien sûr, on a la Russie qui a les moyens les plus high-tech de toute la région en matière de frappe hypersonique, devant même les États-Unis, et qui continue à se positionner. Donc vous pouvez être sûr que les chancelleries ont échangé, que la Russie et l'Iran ont déjà coordonné cela, voire même que l'Iran a prévenu la Russie. Je fais partie de ceux qui pensent que l'Iran avait prévenu la Russie que ce genre de frappe aurait lieu, voire même que l'Iran aurait pu prévenir Israël quelques 3 heures avant, quelques 6 heures avant, d'une façon directe ou indirecte, que de telles frappes auraient lieu. Alors, prévenir Israël, en l'occurrence, c'est pas par les chancelleries dans ce cas-là, c'est par une activité radio, une activité radar, une activité générale, qui est une façon courtoise de prévenir que ça va arriver. Je suis quasiment convaincu que c'est ce que l'Iran a fait. Et que si l'objectif de l'Iran était justement d'avoir une riposte symbolique forte, avec une mise en garde forte également, mais pas une escalade incontrôlable, et pas un cadeau à Netanyahou, ce qui était quasiment impossible, parce qu'on est au Moyen-Orient. C'est vraiment, toujours pour tisser la métaphore du football dans la zone, c'est des touchers de ballon extrêmement complexes. Les espaces pour contrôler le ballon diplomatique au Moyen-Orient sont très étroits. La moindre erreur est un cadeau pour l'adversaire. Donc quand on doit faire un contrôle, en l'occurrence, c'est un contrôle ce qui s'est passé. Vous avez une perte de balle israélienne dans ce qu'ils ont fait sur le consulat iranien en Syrie, à Damas, et c'est l'Iran qui reprend l'initiative. Mais la façon dont elle touche la balle peut devenir un cadeau pour Netanyahou ou pas, et ça se joue vraiment au millimètre près. Et ce millimètre, c'est par exemple les victimes civiles, la fédération de tout le sentiment national israélien vers Netanyahou alors qu'il était dans une position extrêmement étroite, compliquée et dangereuse pour lui. Et c'est ça, toute la complexité de la politique au Moyen-Orient, où on ne peut pas faire de réponse à l'emporte-pièce et on ne peut pas bourriner comme un malade, aussi bien sur le plan diplomatique que sur le plan militaire et géostratégique. De ce point de vue-là, la réponse iranienne a été taillée vraiment impeccablement pour répondre à des objectifs politiques intérieurs et extérieurs, envoyer un message précis à Israël, mais faire aucune victime, et désescalader d'entrée de jeu. Maintenant, ça ne signifie absolument pas qu'une une nouvelle escalade est impossible. Il va y avoir des conséquences majeures sur les élections américaines aussi. Parce que ça, c'est pas seulement un cadeau à Netanyahou, c'est un cadeau à Trump. Alors, les relations entre le Likoud et le Parti républicain sont beaucoup plus compliquées qu'on le croit. Du temps de George Bush, du temps des néoconservateurs en général, le Parti républicain était entièrement aligné sur le Likoud. Entièrement. Et souvent même vice-versa. En particulier, et là il faut voir aussi les causes et les effets, après les attentats du 11 septembre, les Américains ont eu, diplomatiquement, un blanc-seing pour faire ce qu'ils voulaient au Moyen-Orient. Ce qu'ils voulaient.
l'Afghanistan, l'Irak, les crimes de guerre commis en Irak, qui ont donc été révélés par Julian Assange et par la suite aussi par Snowden. Bon, les Américains avaient un blanc-seing pour ravager des États dans la région et en faire des États faillis. Vous avez eu l'axe Paris-Berlin-Moscou, qui était le dernier grand axe gaulliste chiracien dans le cas français, puisqu'après 2005, Jacques Chirac a fait un AVC. Il avait été élu, reprenons un peu ce contexte, c'était très emmerdant pour les chancelleries américaines d'avoir un Jacques Chirac qui avait fait du 82% en 2002. Et c'est parce qu'il avait fait du 82% qu'il avait pu, en état de grâce, dire non à l'invasion américaine en Irak, avec Dominique de Villepin. Entre-temps, la CIA a flingué la Chiraquie, avec l'affaire Clearstream, et de Villepin a été ravagé politiquement, pour faire en sorte que plus jamais il put influencer la politique française. Et à partir de 2005, quand Jacques Chirac fait un AVC, c'est Nicolas Sarkozy qui devient l'homme fort au détriment de Villepin. Et Nicolas Sarkozy, on ne peut pas vraiment l'accuser d'avoir trahi, il a affirmé très publiquement qu'il était pro-américain. C'est normal, Frank Wisner Jr., qui était le patron de la CIA, était son beau-père. C'était littéralement le nouveau compagnon de sa mère, après que son père biologique eut abandonné leur famille. Pas le Sarkozy de Nagui Boxa. Donc, on ne peut pas reprocher à Sarkozy, pour le coup, d'avoir pas été transparent. Il était pro-américain, mais on peut davantage le reprocher à François Hollande, ou même à Emmanuel Macron, qui n'a pas, fait une profession de foi pro-américaine. Quoi qu'il en soit, à l'époque, eh bien, la France cesse d'envisager une indépendance diplomatique, et elle s'aligne, bien sûr, sur les intérêts américains, pas forcément d'ailleurs les intérêts, parce que c'est ce que pensaient être les intérêts américains, mais sur la volonté américaine dans la région. Même sous Obama, qui restait néoconservateur dans l'âme, même s'il ne l'avait pas déclaré, à beaucoup d'égards, la politique de Barack Obama a été proche subtilement de la politique d'un Dick Cheney. C'est très étrange de voir ça, de se dire, quand même, Barack Obama était l'ennemi de George Bush. Bah oui, mais en fait, quand on regarde ce qu'il a fait en Syrie et ce qu'il a fait en Libye, en réalité, sa politique était très proche d'un Dick Cheney. À partir de là, les États-Unis ont pu détruire plein d'États. La Syrie, alors justement, la Syrie, c'est un peu le contre-exemple. Ils l'ont détruit et il y a encore une base là-bas, américaine, illégale, bien sûr. La Libye, mais la Syrie a pu résister avec l'aide russe. Et aujourd'hui, reste une épine dans le pied des États-Unis et des intérêts israéliens dans la région. Mais le paradoxe qu'avaient pas du tout prévu les néoconservateurs, et qui est aujourd'hui au cœur de la situation iranienne et de l'interaction entre Israël et l'Iran, c'est que tout ça a renforcé l'Iran. Le plan de Dick Cheney, de Paul Wolfowitz, de Donald Rumsfeld était de ravager la région pour la remodeler, et bien entendu, Netanyahou et Sharon à l'époque étaient favorables, parce qu'ils y voyaient un gain majeur pour la diplomatie israélienne, voire même un gain territorial. Parce qu'après tout, les frontières d'Israël auraient pu s'étendre à la faveur d'une récession majeure géopolitique de l'Irak, pour ne pas dire un ravage de l'Irak. Or, qu'est-ce qui s'est passé ? Barack Obama s'est rendu compte, à la suite de George Bush, qui lui ne s'en était pas du tout rendu compte. Barack Obama, et certains diraient l'État profond, se sont rendus compte que l'Iran était un trop gros morceau pour les États-Unis. C'est exact. Les États-Unis n'avaient pas les moyens, en 2011 par exemple, d'attaquer l'Iran. Et il faut se rappeler que même pendant la campagne de Barack Obama, donc 2008 si ma mémoire est bonne, eh bien, vous aviez John McCain, qui était un faucon majeur, qui était pour, bien sûr, un bombardement de l'Iran. Et on avait commencé à attiser, à préparer les esprits, à vendre la guerre contre l'Iran. On avait un Bernard Kouchner en France qui avait dit de façon fameuse « l'Iran doit se préparer au pire, et le pire, c'est la guerre ». Donc on avait commencé à battre les tambours pour la guerre contre l'Iran. Et l'État profond américain s'est rendu compte de ce que, logistiquement, c'était pas possible. Sachant que l'armée américaine a échoué complètement et totalement en Afghanistan, je rappelle, 2000 milliards de dollars dépensés pour remplacer les talibans par les talibans. Et aujourd'hui, les talibans n'ont jamais été aussi forts de toute leur histoire, en Afghanistan. Donc c'est un échec total
absolument totale. Et l'Iran est bien plus puissant, bien sûr, que l'Afghanistan. Donc, dans ce contexte-là, c'était assez compréhensible que les États-Unis ne pouvaient pas menacer réellement l'Iran autrement que par des sanctions économiques. Et là, ils ont mis le paquet. Et Barack Obama a décidé de mener une politique étrangère américaine qui ferait tout sauf l'Iran. Or, cette politique étrangère du tout sauf l'Iran, elle a renforcé l'Iran au Yémen, puisqu'aujourd'hui, Ansar Allah, donc les Houthis, qui est le parti totalement pro-iranien, et qui est un proxy de l'Iran, de fait, est la première puissance au Yémen. Le Hezbollah a été renforcé à la suite de l'échec israélien en 2006, qui n'était pas prévu, bien entendu. Et Bachar al-Assad, aujourd'hui, est allié de fait avec l'Iran. Et pire que ça, le Hamas, qui normalement n'était pas du tout pro-iranien, même si certains médias ont essayé de le présenter de cette façon, pas du tout, sur le plan idéologique, c'est des ennemis mortels. Comme les déobandis d'ailleurs. Il n'y a qu'à regarder ce que les déobandis disent de l'Iran. Pour eux, c'est le diable, quoi. Il y a le premier diable qui est Israël, et puis il y a le deuxième diable qui est l'Iran. Aujourd'hui, l'Iran est la première influence en Irak, la première influence en Syrie, la première influence au Yémen et la première influence au Liban. Alors qu'en 2001 avait été présenté un plan de remodelage du Moyen-Orient dans lequel tous les anciens pays baasistes ou laïques ou anti-israéliens devaient être détruits en tant qu'État, faillis, avec comme point culminant de détruire l'Iran. Le point culminant, donc tout a été fait. L'Irak a été détruite, la Syrie a été quasiment détruite, la Libye a été détruite, le Liban est devenu un quasi-État failli, le Yémen aussi. Donc tout ce plan a été fait, mais le point culminant de ce plan, qui devait être porté par McCain, n'a jamais été accompli, et aujourd'hui a fait que l'ironie de l'histoire, c'est que l'Iran est de très loin la première puissance dans la région, sur le plan diplomatique, et la première puissance en particulier au Liban, en Syrie, au Yémen et en Irak. Et ça, c'est gravissime pour Israël. Et c'est la situation actuelle. Donc vraiment, on voit que parfois, des comploteurs, c'était évidemment le remodelage du Moyen-Orient, c'était un complot géopolitique majeur, officiel, voient leur stratégie se retourner contre eux. Et c'est vraiment ce qui s'est passé avec l'Iran. Donc c'est ça qu'il faut méditer. Alors maintenant, en conclusion sur les élections américaines, c'est clairement un cadeau à Trump, oui. Trump a des relations très compliquées avec Netanyahou. Personnellement, humainement, ils ne s'aiment pas du tout. Personnellement, humainement, ils se méprisent. Mais Trump a un beau-fils qui s'appelle Jared Kushner, rien à voir avec Bernard Kouchner. Mais Jared Kushner, en l'occurrence, est totalement pro-Likoud. Et il l'a fait savoir dans une conférence à Harvard. Donc, ça va être assez difficile de prévoir ce qui peut se passer. C'est-à-dire dans quelle mesure le Likoud d'une part, mais Israël ensuite en général, et puis donc maintenant l'opposition qui essaie de prendre pied avec notamment Smotrich, qui reste une opposition très à droite, même la plus à droite de toute l'histoire d'Israël. Mais Trump n'a jamais déclenché de guerre. Par contre, face à l'Iran, c'est lui en effet qui a fait assassiner le général Soleimani. Et les Iraniens lui ont moyennement pardonné. Alors, quelle pourrait être la position de Trump dans ce contexte-là ? C'est assez imprévisible. D'une façon générale, Trump est assez imprévisible. C'est même un des présidents les plus imprévisibles de l'histoire américaine. Maintenant, les intérêts de Trump, il faut savoir que l'AIPAC l'avait un peu lâché dans sa dernière campagne. Et pourtant, Trump ne peut pas être élu sans l'AIPAC. Ça, par contre, c'est un théorème, quoi. Trump ne peut pas être élu sans l'AIPAC, sans le lobby israélien aux États-Unis. Ce n'est pas possible. Sa plateforme électorale n'est pas du tout assez solide pour qu'il puisse être élu sans l'AIPAC. Donc ça donne déjà une idée assez claire. Maintenant, il est tout à fait capable de convaincre Israël de ce que son actuelle politique est très mauvaise. C'est vrai que Trump est capable de faire ça. Donc je ne peux absolument pas vous prédire ce qui peut se passer, mais en tout cas pour l'instant c'est un cadeau pour Trump. Ouais. Ces attaques de l'Iran sont un cadeau pour Trump parce qu'il s'est fait connaître aux États-Unis comme celui qui a cassé le Iran Deal, qui avait été négocié par Barack Obama. Il s'est fait connaître comme celui qui a donc assassiné Qassem Soleimani, et il s'est fait connaître comme celui qui était capable
d'être l'homme fort contre les talibans, par exemple, mais aussi contre certains leaders des gardiens de la Révolution. Il l'avait fait savoir dans tout un tas d'interviews. Oui, quand je négocie avec lui, c'est Trump qui parle. Je lui ai montré l'adresse de sa maison, je lui ai montré, voilà, donc joue pas au con avec nous. Ça passe très bien dans l'électorat américain. Et donc, d'une façon générale, c'est aussi pendant 12 heures un cadeau pour Netanyahou, mais je ne suis pas du tout sûr que Netanyahou puisse transformer l'essai, parce qu'il a sur son aile droite des gens comme Smotrich qui sont capables de totalement prendre le contrôle du ballon à sa place. Et pour Trump, par contre, c'est un énorme cadeau. Et les conséquences d'une élection de Trump à la suite de ça restent largement imprévisibles dans la région. Voilà, à chaud, l'essentiel de mon analyse sur ces frappes iraniennes, dont je vous répète en conclusion que c'est un défilé aérien, c'est un meeting, c'est un défilé militaire, c'est la patrouille de France, aucune victime. Et c'était une réponse chirurgicale sur le plan politique, qui était taillée spécifiquement pour montrer que l'Iran a des capacités, n'en a montré que très peu, et a déjà montré des faiblesses dans le dispositif israélien, mais en évitant paradoxalement et d'une façon très subtile une escalade. Et il est tout à fait possible que la situation s'apaise dans les jours qui viennent, même si, bien sûr, des événements stochastiques aléatoires peuvent aussi survenir. Dans les commentaires, la situation est très grave. Je ne fais pas ici de politique. Je ne vais pas être pour l'un, pour l'autre, contre les autres. On va analyser des éléments que j'espère le plus factuel possible, le plus objectif possible. Et encore une fois, je ne vais pas prendre parti dans ce conflit qui, hélas, dure depuis des décennies. Et je vais commencer par ça et par cette prise de hauteur qui me semble indispensable, surtout quand les armes commencent à parler et que les passions de tous les côtés s'exacerbent. Le sujet, beaucoup de gens parlent de problème israélo-palestinien, je n'emploie jamais, j'essaye de n'employer jamais le problème israélo-palestinien, pas le mot problème, mais bien le sujet, la thématique israélo-palestinienne, qui est vieille comme la création de l'État d'Israël en 1948 et que je ne sais plus quel géopolitologue avait résumé d'une manière que je trouve extrêmement brillante et là aussi extrêmement objective, extrêmement humaniste et bienveillante. Beaucoup trop d'histoire, trop peu de géographie, et oui, tout le monde veut sa place, on n'a pas beaucoup de géographie, on a 2000 ans d'histoire et donc tout ça, ça pose d'éminents sujets de coexistence. Donc soyons très humbles, ne soyons pas dans le jugement, dans le reproche, dans l'accablement de qui que ce soit. C'est des sujets qui sont encore une fois extrêmement passionnels, donc je ne rentrerai pas dans la notion de jugement. Une fois que je vous ai dit ça, par contre, on va reposer les faits. Et les faits, eux, ils sont incontestables. Donc sur la partie fait, ça va être incontestable, et puis après je vous ferai une partie conjecture, et là évidemment on ouvre les clignotants et on dit objectivement, attention là par contre c'est mon opinion, mon analyse, et ça c'est par nature totalement subjectif. Les faits, c'est l'attaque du Hamas en octobre 2023, alors ça c'est si on reprend l'histoire, eh bien c'est vieux comme 1948. Pour ceux que ça intéresse sur YouTube, vous avez un film... Ah, zut, j'ai un trou de mémoire au moment où je vous dis comme quoi, c'est sans trucage. C'est ce navire qui amène des Juifs en Palestine. Bref, c'est un film super de 1969. Vous regarderez film, navire qui amène des Juifs européens en Palestine, qui est à cette époque-là sous protectorat anglais. Vraiment, j'ai le nom qui m'échappe, je suis navré. Ça va me revenir, je vous en parlerai dans la suite. D'ailleurs, vous allez écouter la vidéo, je suis sûr que ça va me revenir pendant la vidéo. Attaque du Hamas, donc si on reprend l'histoire récente, c'est l'attaque du Hamas en octobre 2023, il y a 7 mois. Et derrière ces attaques du Hamas, il y a pour les Israéliens une évidente complicité iranienne, et notamment des gardiens de la Révolution qui derrière arment le Hamas, soutiennent le Hamas, donnent des techniques au Hamas, du renseignement au Hamas. Je vous rappelle que l'Iran a des capacités satellitaires, mais ils font la même chose avec le Hezbollah au sud Liban, etc., etc. Donc pour les Israéliens, il y a d'évidentes complicités iraniennes à ces attaques
attaques d'octobre 2023. Et donc c'est dans le cadre de la riposte à ces attaques d'octobre 2023 que les Israéliens vont bombarder, alors c'est pas l'ambassade, c'est je crois une annexe consulaire, mais enfin bon, ça fait partie et c'est protégé par le droit effectivement des ambassades, et ils vont bombarder en faisant 16 morts début avril, le 2 avril, 16 morts dont 7 hauts dignitaires du corps des gardiens de la Révolution, et donc pour le régime iranien, c'est considéré comme une provocation, comme une attaque directe sur le territoire iranien, puisque je rappelle que ce soit consulat ou ambassade, c'est considéré comme des extensions territoriales du pays en question. Suite à ça, eh bien, dans la nuit de samedi à dimanche, l'Iran, donc hier, a lancé son attaque en répliquant directement de son sol vers le sol israélien, et ça c'est la première fois que ça se passe, en envoyant des centaines de drones et des missiles balistiques qui vont tous quasiment être neutralisés par les défenses anti-aériennes israéliennes et par l'aviation américaine, israélienne, mais aussi britannique et française, qui vont être engagés pour justement abattre ces missiles et ces drones quand ils sont dans les airs. Le film en question, c'est Exodus. Donc vous regardez Exodus, c'est sur YouTube. C'est un vieux film, mais c'est extraordinaire pour se rendre compte à la fois du début, des prémices de ce sujet israélo-palestinien qui, depuis 1948, en fait avant, puisqu'Exodus, je crois que c'est 46 ou 47, vous allez vous rendre compte que voilà, ça vient de loin et ça permet de reprendre encore une fois un peu de hauteur historique. C'est un très très bon film et c'est un film qui a été fait en 69. Donc vous vous rendez compte, c'est un film qui parle de quelque chose dont nous connaissons la suite aujourd'hui. Bref, regardez-le, c'est un super film. C'est pas politique, mais c'est un très bon film et c'est quelque chose que j'ai même fait regarder à mes enfants, justement, après les attentats du mois d'octobre, pour leur montrer la complexité du sujet et donc vraiment la réalité de beaucoup trop d'histoires et bien trop peu de géographie, donc qui comprennent, qui prennent un petit peu de hauteur pour voir un petit peu comment les choses s'enchaînent de manière dramatique dans cette région et ça fait souffrir des millions de personnes de tous les côtés. Alors maintenant, l'escalade ou la baisse des tensions. Et alors là, c'est alerte info, Tsahal ne devrait pas, Tsahal c'est l'armée israélienne, ne devrait pas riposter. Joe Biden a expliqué à Benjamin Netanyahou que, en raison de l'absence de dommages sérieux et comme la dissuasion fonctionne bien, il n'y a pas besoin de riposter. Donc pression américaine sur Israël pour éviter de lancer des représailles. Pour les Américains, il n'y a eu aucun blessé, pas de dommages sérieux, donc des dégâts matériels mineurs, donc pas besoin de riposter à la riposte, mais les Israéliens pourraient mettre à profit cette attaque pour éloigner le risque majeur pour leur pays, et je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de parler de ça. C'est évidemment le risque d'un Iran nucléarisé. C'est une très très vieille histoire, et c'est une très très vieille histoire qui aussi croise la nôtre, puisque si vous connaissez un petit peu les choses, eh bien, nous avions eu des attentats au milieu des années 80 en France, pour les plus anciens qui ont la barbe blanche comme moi, qui s'en souviennent. Jacques Chirac était Premier ministre. Nous avions d'ailleurs fait le blocus de l'ambassade d'Iran. Et donc les Iraniens avaient posé des bombes à Paris. Et ils avaient fait des gros dégâts. Et pourquoi ? Parce qu'il y avait un contentieux autour de contrats qui avaient été signés avec l'Iran pour leur fournir ni plus ni moins que des installations nucléaires, et c'était ce qu'on a appelé le contentieux Eurodif. C'est pas la marque de fringues et les magasins d'habillement, mais voilà, si vous cherchez Eurodif, contentieux franco-iranien autour du nucléaire, eh bien tirez la pelote, vous découvrirez plein de choses. Bref, ça c'est un article de l'Express 2024, année de la bombe atomique pour l'Iran. Donc en octobre 2023, alors pour avoir des bombes atomiques, il faut enrichir de l'uranium. Pour enrichir de l'uranium, il faut un réacteur nucléaire, donc il faut une centrale nucléaire. Ils en ont une, c'est la centrale de Bushehr en Iran. Ils avaient 4486 kilos d'uranium enrichi, donc 4,4 tonnes. En février 2024, ils en avaient 5,5 tonnes. Et
la limite fixée par les accords de 2015 que Donald Trump avait déchiré, eh bien cette limite était fixée à 300 kg d'uranium enrichi. Donc vous voyez évidemment que les capacités de fabrication d'une bombe atomique, eh bien l'Iran s'en rapproche, et l'Iran a montré aussi qu'il avait les vecteurs, c'est-à-dire qu'il faut avoir la capacité à avoir de l'uranium enrichi, il faut donc le matériel explosif, en d'autres termes, et puis cette tête nucléaire, ce matériel explosif, il faut pouvoir le mettre sur un vecteur, c'est-à-dire un missile, qui va aller délivrer, envoyer la bombe atomique sur sa cible. Et donc, les Iraniens ont développé beaucoup de missiles. Alors, ce que je voulais évoquer avec vous, et là, justement, on met l'avertissement d'objectivité. Donc là, c'est mon analyse personnelle, donc on sort des faits, et je vais vous présenter un scénario alternatif, à mon avis, extrêmement crédible, et qui a des probabilité non négligeable de se produire. Israël peut ici maintenant utiliser lui aussi l'article 51, c'est la légitime défense dans la Charte des Nations Unies. Israël a bien été objectivement attaqué depuis le territoire iranien par l'Iran avec ses missiles, donc de manière complètement frontale et directe, et donc Israël peut tout à fait dire ça représente pour moi une menace existentielle, des missiles, des drones qui peuvent être envoyés sur mon sol, sur mon territoire, directement du territoire iranien, et puis peut-être demain des drones ou des missiles équipés de têtes nucléaires ou d'une bombe sale, radioactive, peu importe. Donc je vais faire des frappes de riposte pour réduire les capacités de nuisance, donc les potentiels, donc les capacités militaires, nucléaires, qui font courir un risque existentiel pour l'État hébreu. Beaucoup d'analystes pensent qu'Israël ne ripostera pas parce que, alors là je vous fais toute une litanie d'arguments, l'affrontement avec l'Iran peut être très compliqué, peut-être qu'ils n'auraient pas assez d'avions ni assez de bombes, parce que les Américains ne les soutiendraient pas, parce que ça pourrait faire des dégâts économiques majeurs avec le détroit d'Ormuz fermé, le cours du pétrole qui s'envole, etc. Ce serait trop grave parce que la Chine et la Russie soutiennent l'Iran, etc., etc. On peut faire toute une longue litanie d'arguments où effectivement Israël ne riposterait pas à la riposte de la riposte. Et il est important d'étudier au contraire pourquoi riposter sur l'Iran pourrait être vu comme pertinent avec actuellement des conditions qui sont complètement réunies pour le faire, et ce sont des éléments d'analyse que je n'ai trouvé aujourd'hui nulle part. Je trouve des éléments d'analyse assez affligeants. Bon, je trouve que c'est assez court pour tout vous dire. Donc depuis 7 mois, l'armée israélienne, elle est mobilisée. Elle est à son potentiel d'efficacité. En 7 mois, les combattants ont eu le temps de s'aguerrir, ils ont eu le temps de travailler ensemble, de faire leur boulot de militaires ensemble. Les activités interarmées, c'est-à-dire tout ce qui est capacité à travailler de manière collective et ensemble, entre l'artilleur, le gars qui est dans le tank, le gars qui fait l'appui aérien, le gars qui fait le renseignement, bref. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité, l'interarme, et donc c'est le fait de pouvoir travailler de manière collective, et donc c'est évidemment un multiplicateur de force et d'efficacité. Donc c'est pleinement aujourd'hui opérationnel en Israël. De même que les réservistes sont déjà mobilisés, donc l'armée israélienne est en état d'activité intense. Je rappelle, de mémoire, l'État d'Israël, c'est une dizaine de millions d'habitants, 350 ou 360 000 réservistes mobilisés. Si vous multipliez par 6 pour la population française, pour vous faire une cote mal taillée, 300 000 fois 6, c'est comme si on avait, nous, globalement mobilisé 2 millions d'hommes. Donc vous voyez un petit peu l'intensité de l'armée israélienne aujourd'hui dans sa capacité d'opérer. Donc elle est capable aujourd'hui d'opérer à 100%. Ça a un coût.
Hein, donc c'est tous ces jeunes gens qui sont partis de leur travail, de leurs entreprises pour aller rejoindre les rangs de l'armée. Et bien évidemment, ils ne sont pas en train de produire de la richesse civile, ils sont en train de faire des activités militaires. Donc tout ça coûte extrêmement cher à la nation israélienne. De l'autre côté, si on évoque la bande de Gaza pendant 30 secondes, eh bien les Gazaouis, eux, ils ne sont pas du tout en train de créer de la richesse, de faire tourner leur économie, ils sont en train de se faire bombarder. La bande de Gaza est en train de subir évidemment des dommages colossaux, considérables. Donc pour leur économie, c'est complètement raté aussi, ça va leur coûter évidemment extrêmement cher, et peu importe qui paye, c'est la communauté internationale, c'est pas le sujet, c'est que vous voyez bien là les ravages économiques que ça fait d'un côté comme de l'autre. Une guerre, ça coûte très très cher. Donc je ne compare pas les souffrances, je vous dis juste que d'un point de vue purement factuel et objectif, et d'un point de vue économique, bien, ça coûte cher. C'est d'abord beaucoup de dégâts ou beaucoup de pertes d'opportunités économiques quand on fait la guerre. Et donc l'Iran, en attaquant frontalement Israël, donne un prétexte objectif à une riposte et donne une légitimité à l'État hébreu de le faire. La planète entière a vu tous ces missiles et ces drones iraniens aller vers Israël. Et donc si aujourd'hui Israël allait pilonner les rampes de lancement, le réacteur nucléaire, etc., finalement, il y a une forme objectivement de légitimité à le faire, puisque la menace a bien été mise à exécution. Donc supprimer une menace à laquelle on est confronté, eh bien, d'un point de vue intellectuel et analytique, c'est évidemment extrêmement logique. Les Israéliens ont déjà bombardé une centrale nucléaire. Hein, cette centrale, elle s'appelait Osirak. Pareil, c'était en 1980, donc les moins de 20 ans, évidemment, ne peuvent pas s'en souvenir. C'était un réacteur, là aussi, vendu à l'Irak par la France. Hein, nous sommes souvent dans les bons coups, les amis. Et les Israéliens disposent, là encore, d'un alibi pour attaquer, notamment et spécifiquement, les capacités nucléaires iraniennes, avec tous les dégâts environnementaux et un incident nucléaire majeur que ça pourrait évidemment représenter pour la région. Peut-être faudra-t-il, dans les semaines qui viennent, surveiller le sens du vent. Voilà, je dis ça, je ne dis rien. L'Occident, enfin, par exemple, est déjà en guerre contre la Russie, en démondialisation avec la Chine, une démondialisation qui est la phase qui précède, évidemment, peut-être des tensions plus fortes, à savoir même, éventuellement, un conflit. Ensuite, je vais vous donner un autre élément, le jour de la commémoration de la Shoah, alors c'était il y a quelques années, c'était en avril 2009, le nouveau Premier ministre à l'époque, quelqu'un que vous connaissez et dont vous entendez parler aujourd'hui, eh bien c'était Benyamin Netanyahou. Et Benyamin Netanyahou prononçait ce 21 avril 2009 un discours, peu après celui du président iranien qui avait également parlé d'Iran, à la conférence dite de Durban, où il avait dit « Nous ne permettrons pas à ceux qui nient la Shoah d'en commettre une deuxième ». Le logiciel de Netanyahou n'a jamais varié d'un iota. C'est la protection absolue et la doctrine du chien enragé de l'État d'Israël vis-à-vis de tout ce qui pourrait représenter une menace autour et dans un périmètre évidemment immédiat. L'exemple ukrainien montre et démontre d'ailleurs qu'une guerre entraîne des conséquences économiques désastreuses. Regardez ce qui s'est passé avec le coût de l'énergie, avec l'absence du gaz russe, avec Nord Stream, etc. Peu importe, là aussi, on ne rentre pas dans un débat politique justifié, pas justifié, etc. Juste factuellement, il n'y a plus de gaz russe, peu importe comment c'est arrivé, il n'y a plus de gaz russe, ça nous coûte très très cher, ça nous coûte un pognon de dingue, comme aurait pu dire quelqu'un à l'Élysée, et ça coûte encore plus un pognon de dingue aux Allemands qui étaient totalement dépendants du gaz russe, et pourtant il n'y a plus de gaz russe. C'est les intérêts supérieurs qui nous font accepter ça, et les intérêts supérieurs, c'est les intérêts stratégiques. Pour le leadership mondial, eh bien, l'économie n'est que de l'intendance, et comme disait Napoléon, l'intendance suivra. Et enfin, un blocage du détroit d'Ormuz, on dit on va pas se lancer là-dedans, parce que si vous imaginez, regardez, ils ont détourné un navire, machin, etc., ils peuvent bloquer le détroit d'Ormuz, ça enverrait le pétrole à un prix stratosphérique, ou encore des détournements de navires ne seront pas de nature suffisante pour faire plier l'opinion
si l'Occident a décidé de réduire la menace potentielle iranienne. Et je rappelle que si Trump a fait sortir les États-Unis de l'accord de 2015 sur justement le nucléaire iranien, et ces 300 kilos, ces fameux 300 kilos d'uranium enrichi, eh bien les élections américaines qui se profilent, c'est en novembre. Vous voyez, on est en... Voilà, c'est une échéance extrêmement importante. Et c'est également évidemment un marqueur analytique. Alors, regardez, un navire attaqué et saisi, c'est un porte-container avec sans doute pour des millions de dollars de marchandises qui a été saisi dans le Golfe, justement au niveau du détroit d'Ormuz, par les Iraniens qui ont confisqué ce navire. Bon, ils peuvent le faire, ils peuvent effectivement fermer le détroit d'Ormuz. Et alors, on a bien fermé la Russie. Conclusion, d'un point de vue analytique, à mon sens, toutes les conditions sont en réalité réunies pour qu'Israël riposte à l'attaque iranienne directe sur son sol. C'est une armée qui est pleinement mobilisée, les réservistes qui sont déjà là, bref, tout est prêt. Donc s'il faut aller taper sur l'Iran dans 5 ans, il va falloir remobiliser tout le monde, bref, donc finalement, tant qu'on y est, pourquoi pas se faire l'Iran en même temps. Je schématise. Vous prenez du recul sur ce que je viens de dire, mais c'est pour vous donner le grand tableau. Pour le moment, officiellement, ce sont les États-Unis qui font pression sur Benyamin Netanyahou pour ne pas lancer une contre-offensive. Pourtant, si on prend un tout petit peu de recul, on se rend bien compte que les pressions internationales, et notamment américaines, sont objectivement d'aucun effet sur ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et ce que fait l'armée israélienne à Gaza depuis le 7 octobre 2023. D'accord ? Donc ça, pour compte, peu importe, objectivement, quoi que disent les Européens, quoi que disent les Américains, les Israéliens font ce que bon leur semble sur la bande de Gaza. Je vais vous citer Benny Gantz qui a parlé, ses ministres du cabinet de guerre. Israël doit renforcer l'alliance stratégique et la coopération régionale qui lui ont permis de résister à l'attaque iranienne d'hier. L'Iran représente un problème mondial, un défi régional et un danger pour Israël. Je crois que c'est assez clair. Excusez-moi, hier, le monde s'est clairement tenu aux côtés d'Israël face à ce danger. Il s'agit d'une réussite stratégique que nous devons exploiter pour la sécurité d'Israël. Je crois que c'est clair. On va exploiter cette réussite stratégique pour la sécurité d'Israël. Cet événement n'est pas terminé. Pour ceux qui n'auraient pas compris, je crois que c'est encore plus clair. L'alliance stratégique et le système de coopération régionale que nous avons construits et qui ont été mis à l'épreuve doivent être renforcés précisément maintenant. Donc on va former une alliance là beaucoup plus solide et puis il va y avoir un petit travail de préparatif diplomatique. Israël a prouvé hier qu'il était un point d'ancrage de la puissance militaire et technologique et un point d'ancrage de la sécurité au Moyen-Orient. Face à la menace iranienne, nous mettrons en place une coalition régionale et ferons payer le prix à l'Iran. C'est très clair. De la manière et au moment qui nous conviendront. Donc n'attendez pas forcément une riposte dans les 24 heures, 48 heures, 72 heures, 76 heures et demie. Et je vous rappelle qu'avant de rentrer dans la bande de Gaza, on a attendu pendant des jours entiers qu'il se passe quelque chose. Et tout le monde pensait, ils ont peur d'y aller, ils ont peur d'y aller, ils vont pas y aller, ils ont peur d'y aller, les pertes vont être considérables, etc., etc. Ils y sont allés, il y a eu des pertes, il y a des pertes évidemment. Elles ne sont pas fondamentalement très équilibrées entre les deux camps, et ça c'est factuel aussi. Les pertes israéliennes ne sont pas du tout à l'échelle des pertes que l'on peut constater du côté des habitants au sens large, combattants comme non combattants, de la bande de Gaza. Bref, je vous laisse lire, mais aujourd'hui encore, nous devons nous rappeler que nous n'avons pas encore achevé notre tâche, principalement le retour des otages et l'élimination de la menace qui pèse sur les habitants du nord et du sud. Nous poursuivrons la campagne avec détermination et responsabilité. Ensemble, nous gagnerons. Ça laisse pas beaucoup de place à la paix. D'accord ? Ça laisse peut-être de la place à un décalage dans le temps, évidemment, à une organisation stratégique, mais ça ne laisse pas, à mon sens, beaucoup de place à une absence de riposte.
Israël a mis plusieurs semaines pour attaquer Gaza après l'attaque du Hamas. Il fallait se préparer, faire revenir les appelés, préparer les conscrits, reprendre l'exercice, bref, mettre tout le monde en état de combattre. Et donc tout ça, ça prend du temps. Et vous imaginez si demain la France devait mobiliser ses hommes, si on mobilisait tous ceux qui ont les pieds plats et qui ne savent pas marcher et qui, la dernière fois qu'ils ont fait du sport, c'était FIFA 15 sur la PlayStation. Je sais, ça doit plus être ça. Puis je sais plus, je dois pas utiliser le bon nom de console, mais vous voyez ce que je veux dire et vous corrigerez dans les commentaires. Et bien évidemment, faudrait d'abord commencer par faire des classes, donc on ne serait pas prêt tout de suite à avoir une armée importante. Donc l'État hébreu, et c'est mon hypothèse de travail, va vraisemblablement riposter sur l'Iran de manière significative, et cela peut prendre du temps, un temps nécessaire à la construction d'une coalition, d'un consensus politique et diplomatique, et va faire pression sur l'ensemble de la communauté internationale occidentale pour réduire définitivement la menace iranienne, et cela peut bien évidemment aboutir à une guerre totale et complète. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la situation aujourd'hui à surveiller de près au Moyen-Orient, encore plus de près avec l'ouverture des marchés demain. Regardez l'or, regardez le pétrole. Je vous disais que les cours de l'or et la hausse de l'or annonçaient vraisemblablement des problèmes géopolitiques et des bruits de bottes. Et c'est évidemment les bruits de bottes qui se sont matérialisés ces derniers jours et ces dernières heures. Je vous rappelle, pour ceux qui veulent aller plus loin, que le dossier du mois d'avril, la France en marche vers la faillite, mais pas avant que votre épargne ne soit sacrifiée, est en téléchargement dans vos espaces abonnés pour les lecteurs abonnés à la lettre stratégie. Vous pouvez vous abonner là-haut, vous devez avoir un petit i, ou en bas dans les commentaires, vous avez le lien. La note souveraine de la France est garantie par la capacité de l'État français à lever l'impôt et à taxer et à assurer la solvabilité par toutes les contributions diverses et variées, certains diraient même avariées. Attal vient de mettre en place une commission sur la taxation des rentes. Qu'est-ce que c'est qu'une rente? C'est votre épargne. Dans ce dossier, j'analyse justement quelles vont être les évolutions de la fiscalité et qu'est-ce qui va arriver à notre épargne. Avant de saisir l'épargne, il y a quelque chose de bien plus élégant à faire. C'est tout simplement augmenter les impôts. Je rappelle que dans la Constitution, il y a un passage sur le consentement à l'impôt et que l'impôt ne doit pas être abusif dans le sens où l'impôt, on ne doit pas tout vous voler et donc il y a une limite à l'impôt. Et nous avons, comme nous sommes une grande démocratie, un conseil constitutionnel qui veille à cette limite maximum d'impôts qu'on peut fixer aux gens. Et donc, ça a été dit par le Conseil constitutionnel au moment de ce qu'on a appelé le bouclier fiscal. Ça nous fait remonter à Sarkozy. Et la dernière jurisprudence du Conseil constitutionnel que nous avons autorise le gouvernement à taxer jusqu'à 75% avant que cet impôt soit considéré comme excessif. Donc on peut considérer que tant que l'État ne vous taxe pas à 75%, en termes constitutionnels de liberté, de droit et de démocratie, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez, il y a encore une marge immense de taxation avant que ça pose des problèmes démocratiques. C'est ça qu'il faut étudier, c'est ça qu'il faut analyser, c'est à ça qu'il faut vous préparer si vous avez des problématiques patrimoniales particulières. Et donc il faut vous organiser pour vous mettre à l'abri de l'impôt, évidemment, de manière complètement légale. Et il y a plein de solutions fiscales pour faire ça. Et c'est ce que j'explique dans ce dossier. Voilà les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau JT du grenier. Les petits doigts de Schtroumpf, bien sûr, les commentaires. Passez cette vidéo au plus grand nombre, faites la promotion de la chaîne et n'hésitez pas à me rejoindre sur mon site internet insolentiae.com, à vous abonner gratuitement à la lettre d'information pour qu'on puisse rester en contact, quoi qu'il arrive, puisque comme ça je peux envoyer au moins des mails. Je ne fais pas de mails de réclame tous les 4 matins, voilà, rassurez-vous.
Voilà ce que je pouvais vous dire. Eh bien écoutez, espérons que ce que je vous ai évoqué aujourd'hui ne se produise pas, parce qu'évidemment ça serait l'escalade, et que l'escalade c'est évidemment des morts, beaucoup trop de morts, beaucoup de drames humains, et on n'en veut pas quand on est un petit peu humaniste et pacifiste comme moi, mais c'est pas nous qui choisirons, ça risque de s'imposer à nous évidemment comme à chaque fois. D'un point de vue analytique, je ne suis pas très rassuré de ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines. Voilà, allez, prenez grand soin de vous les amis, de toute façon, on va chroniquer tout ça et on continuera à l'analyser au fil de l'eau et des événements. Prenez bien soin de vous. Salut les amis, à la semaine prochaine.